Les résultats de l'identification biométrique des agents de l'État font polémique. Des syndicats, notamment dans l'éducation, dénoncent des irrégularités après avoir constaté que des militants pourtant enrôlés apparaissent sur la liste des fonctionnaires dits fictifs. Face à l'attaque précoce des jacides sur les champs de coton, la CMDT a lancé une opération phytosanitaire d'urgence. Plus de 33 000 doses d'un produit homologué ont été distribuées aux sociétés coopératives à 2 producteurs. Une pirogue transportant 112 personnes a été interceptée hier par les autorités sénégalaises au large de Dakar. Ces migrants en quête d'Europe ont emprunté l'une des routes les plus périlleuses au monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'identification biométrique des agents de l'État crée la controverse. Des syndicats d'enseignants montent au créneau. Plusieurs de leurs militants, pourtant enrôlés, apparaissent sur la liste des fonctionnaires dits fictifs. Une anomalie qui pourrait entraîner la suspension des salaires et qui suscite déjà de vives réactions. Les explications avec Aminata Keïta et Ibrahim Babi. C'est le vaste contrôle du fichier de la fonction publique mené dans le cadre du système intégré de gestion des ressources humaines qui a abouti à l'identification de 36 151 agents qualifiés de fictifs pour lesquels le gouvernement a annoncé des mesures de suspension provisoire des salaires. Pourtant, l'enseignement supérieur a attiré l'attention sur un point troublant. Des enseignants déjà enrôlés dans le système voient leur nom figurer sur la liste des agents qualifiés de fictifs et se retrouvent sur la liste publiée pour suspension des salaires. Cette contradiction nourrit la colère des syndicats et la confusion chez les personnes concernées. Oui, c'est le constat amer que nous faisons depuis 72 heures avec la sortie de certaines listes de gens qui ont effectivement effectué ces enrôlements, mais qui malheureusement sur les états de salaire ne figurent plus. Si l'État doit suspendre le salaire, ça doit être au-delà du mois de décembre prochain. C'est-à-dire, ce délai de grâce, ça doit être le temps qui doit permettre aux uns et aux autres vraiment de venir avec les justificatifs nécessaires pour se faire enrôler. Face à ces signalements, les structures et les syndicats de fonctionnaires réclament les vérifications complémentaires. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali a, dans un communiqué, mis en avant le dysfonctionnement, estimant que de nombreux travailleurs, bien que détenteurs des récépissés réguliers, sont considérés comme non enrôlés. Elle invite donc le gouvernement à rétablir ces agents dans leurs droits et assurer le paiement de leurs salaires. Au Mali, ici, depuis un certain temps, tel ministre, c'est l'air, il dit qu'il va suspendre les salaires, il va suspendre le salaire, il va suspendre le salaire. Finalement, les agents de l'État sont sous quelle tutelle? Est-ce que nous sommes des agents appartenant au ministère de la fonction publique ou bien au ministère de l'économie? Donc, ce n'est pas une enquête du ministère de la réformation de l'État qui doit suspendre les salaires. La suspension des salaires aussi doit venir d'un acte administratif. On est en train de suspendre le salaire des gens sans qu'ils ne soient même avertis, sans qu'ils ne sachent même pas. Quelqu'un qui a déjà le récépissé comme quoi il a été enrôlé, pour lui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le 5, le 10 qui va découvrir qu'effectivement, il y a problème dans son enrôlement. C'est ce que nous allons exiger à notre ministre. C'est-à-dire faire tout pour que les salaires ne soient pas suspendus. Les autorités ont annoncé accorder un délai de grâce qui permettra aux agents concernés de se préparer et de régulariser leur situation. À noter qu'ils étaient au total 122 166 agents identifiés et enrôlés, tandis que 36 151 sont considérés comme agents fictifs. À 2 semaines de la reprise des classes, l'enseignement catholique reste plongé dans l'incertitude. La crise déclenchée par l'arrêt des subventions de l'État continue de peser entre ouverture normale et suspension des cours. Dans certains établissements, l'avenir immédiat demeure flou. Balkissa Maman Traoré. Le licenciement des enseignants, la suspension des activités pédagogiques et la fermeture d'établissements sont autant de décisions qui ont affecté l'enseignement catholique au Mali depuis l'annonce de l'État d'arrêter ses subventions.
À 2 semaines de la rentrée des classes, au titre de l'année scolaire 2025-2026, cette situation attire beaucoup d'attention. C'est que, par rapport à cette situation, je peux dire qu'il y a eu une emphase dans la communication, une communication qui n'a pas été positive. Parce que l'ensemble des intervenants sur les médias, sur les réseaux sociaux, faisait ressortir que les écoles catholiques fermaient. Or, il n'en est pas le cas. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'enseignement catholique a fait savoir au ministre de l'Éducation nationale que, puisque la subvention va être arrêtée, l'enseignement catholique ne pourra plus fonctionner comme avant. Mais il va avoir de nouvelles bases de fonctionnement. Et pour que cette nouvelle base soit disponible, la réorganisation soit faite, l'enseignement catholique a fait savoir au ministre de l'Éducation nationale qu'il va suspendre les activités pédagogiques dans 21 structures éducatives, du jardin d'enfants au secondaire. Face aux éventuelles conséquences de cette suspension d'activités pédagogiques, pendant 1 an, le ministère de l'Éducation nationale a initié un cadre de réflexion susceptible de suggérer des mesures appropriées. Et aujourd'hui, nous sommes très avancés et je pense qu'au niveau de l'enseignement catholique aussi, les réflexions sont en cours pour minimiser au maximum les conséquences de cette suspension pédagogique au niveau des 21 structures éducatives. Donc je pense qu'on peut avoir l'espoir que malgré l'arrêt de la subvention décidée par l'État, malgré cette décision prise, d'après ce qui nous a été dit, prise malgré elle, la conférence épiscopale a aussi manifesté sa disponibilité à travailler avec les autorités du Mali pour que le droit à l'éducation des enfants soit assuré. En exprimant leur inquiétude face à la survie professionnelle des enseignants licenciés, les syndicats de l'éducation affiliés à la CSTM ont exigé dans un communiqué de ce lundi 15 septembre le redéploiement immédiat des enseignants dans la fonction publique. Par conséquent, ils prévoient d'observer une grève de 72 heures à compter du 8 octobre prochain. Autre sujet de ce journal, face à l'attaque précoce des jacides sur les cultures de coton, la CMDT a déclenché une riposte phytosanitaire urgente. Plus de 30 000 doses d'un produit anti-jacide homologué ont été remises aux sociétés coopératives des producteurs de coton afin de sécuriser le bon déroulement de la campagne cotonnière 2025-2026. Djeneba Samaki. Le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton en Afrique. Cet or blanc y est une source vitale de revenus pour des millions de personnes. Cependant, la culture du coton est un combat permanent contre les menaces qui pèsent sur les récoltes, comme les jacides. Ces petits insectes peuvent anéantir en quelques jours une récolte entière. C'est pourquoi chaque année, la Compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT organise une campagne de distribution d'antijacides. Un soutien crucial pour les cotonculteurs. Si 33 720 doses sont déjà entre les mains des cotonculteurs, l'attente est forte pour la livraison imminente de 450 000 doses supplémentaires. Konna na foka na se mois de juin kelew a kumpoila yoro chama ishimete ni jamana nyamo kuma na do yini Burkina antara nere taro reception na Burkina ça fait la sikaso depuis 32 ko fait akado mais ko fait dona la Guinée fait nana 600 kabo ko be ka nana e kabo kokan be ka na avion yɛrɛ de la parce que don dɔ la dosi ba kɛmɛ nana dosi ba kɛmɛ wɛrɛ nana ka fara o kan. Malgré ces efforts, l'inquiétude reste palpable chez les producteurs de coton quant au bon déroulement de la campagne. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ degun belebele ba saba de ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ sinon an ka gɛlɛya fɔlɔ kɛra an ma kɔn k'an ka kɔɔri wari sɔrɔ. Kɔrɔwari de b'a to an bɛ an ka kaba sɛnɛ nata préparé
gɛlɛya filanan o nana kɛ nɔgɔ ye angɛrɛ dɛsɛla kojugu kana na ni nin fɛn jugu in ye tuguni donc o fila saba mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ dadigi kɛ anw na a bɛ kɛ an bɛ taa an fɛ ka se yɔrɔ min na an tɛna se ka se. La distribution des antijacides n'est qu'une étape dans le long processus de la culture du coton, mais c'est une étape cruciale qui donne aux cotonculteurs maliens les moyens de faire face aux défis de l'agriculture et faire prospérer leur or blanc. Sur un tout autre plan, après les récentes attaques contre des camions-citernes sur l'axe Kaï-Bamako, le gouvernement se penche sur la question. Le Premier ministre a rencontré ce 16 septembre le groupement des professionnels du pétrole afin d'examiner de nouvelles mesures pour renforcer la sécurisation du transport de carburant. Assitoumani Koulibaly. Le 14 septembre, lors d'une attaque revendiquée par le GINIM, ce sont plusieurs camions-citernes transportant du carburant qui sont partis en fumée. Afin de convenir d'une meilleure stratégie de sécurisation de camions-citernes de carburant, le Premier ministre était en discussion ce 16 septembre avec le groupement malien des professionnels du pétrole. Une rencontre visant à adopter des initiatives adéquates afin de faciliter le transport de carburant en cette période où la sécurité demeure complexe. Suite aux dégâts causés sur l'escorte de carburant, en fin de ce week-end, le groupement des professionnels du pétrole a plaidé pour un concours de l'État afin de pouvoir continuer à approvisionner le pays. Après que des orientations aient été inscrites, le Premier ministre a regretté l'événement tout en assurant que des initiatives étaient en cours afin d'améliorer de façon drastique la sécurisation des parcours d'approvisionnement. Pour lui, je cite, « Les dégâts causés démontrent à suffisance que les groupes armés sont assez désespérés et adoptent un nouveau mode opératoire en sémant la panique par endroits. » À noter que comme orientation faite à l'endroit du groupement, il a été préconisé la résilience, la sensibilisation et le respect des consignes données par les forces de défense et de sécurité. Au Sénégal voisin, les autorités ont annoncé hier mardi l'interception d'une embarcation transportant 112 migrants. Ces derniers tentaient de rejoindre l'Europe par l'océan Atlantique, considéré comme l'une des routes migratoires les plus dangereuses. Assitou Bouari. Au Sénégal, une pirogue remplie de migrants en partance pour l'Europe a été secourue au large des côtes dakaroises mardi 16 septembre, alors que son capitaine avait abandonné les passagers à la dérive. Un pêcheur sénégalais du nom de Moussa Diallo a repéré l'embarcation à une dizaine de kilomètres des côtes et donné l'alerte. Rapidement, la marine est venue à la rescousse des passagers éprouvés. La pirogue a été ensuite escortée jusqu'à la plage de Ouakam à Dakar. Les 112 passagers interpellés sont sains et saufs mais épuisés. Interrogé, l'un d'entre eux a affirmé que le groupe venait de Gambie et qu'il dérivait en mer depuis 5 jours pour tenter de rejoindre les îles Canaries. Selon les témoins rencontrés sur place, quelques personnes dont les femmes ont réussi à s'enfuir avant d'être interpellées par la gendarmerie. Une enquête est en cours pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. La route atlantique vers les îles Canaries en Espagne reste l'une des plus utilisées, mais aussi des plus meurtrières pour les migrants ouest-africains. Puis au nord-ouest du Nigeria, l'insécurité s'aggrave. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été enlevées en l'espace de quelques jours dans l'état de Zamfara, victimes de groupes armés qui multiplient les attaques. Fatmata Wassiou. Au Nigeria, l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays est de nouveau le théâtre d'enlèvements massifs. Plus de 50 personnes ont été enlevées ces derniers jours dans plusieurs localités. Cette recrudescence d'attaques et de kidnappings survient alors que certaines communautés tentent de négocier des trêves avec les groupes armés, mais la multiplicité des acteurs criminels rend ces démarches fragiles. Le phénomène des bandits n'est pas nouveau dans la région. Gangs armés, enlèvements contre rançon, pillage et prélèvement des taxes rythment la vie de populations rurales souvent laissées à elles-mêmes. Selon un rapport consulté par l'AFP, ces groupes semblent adopter des attaques de plus grande envergure dans le nord de Zamfara, faisant craindre une aggravation des violences. Le document signale aussi un changement de stratégie des assaillants qui se déplacent d'un État à l'autre pour contourner les opérations militaires. Les tensions persistent également entre les autorités de l'État fédéré et le gouvernement central, accusés d'attentisme face à des réseaux criminels mobiles et bien armés.
Les forces de sécurité nigérianes annoncent régulièrement des opérations contre ce groupe, mais l'insécurité demeure. Cette succession d'enlèvements illustre l'ancrage de la criminalité organisée et des violences armées dans le nord-ouest nigérian, où la population vit sous la menace constante d'attaques malgré les tentatives de dialogue et les interventions militaires. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télé qui vous allume. Bonsoir.